Les résultats. On étudie plusieurs choses, plein de choses, mais juste quelques paramètres de ce qu'on étudie dans nos groupes. On étudie ce qu'on appelle le coping, c'est un mot anglais qui veut dire la capacité de faire face, le savoir faire face. Alors, savoir faire face, c'est un peu long, donc on met le mot anglais, coping, c'est plus court. On a une échelle qui étudie le coping des familles avant de commencer le programme et après. C'est comment est-ce qu'on évalue ça? On leur dit, est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous faites ça? Souvent, pas souvent. Est-ce que vous êtes capable de vous asseoir à côté du malade et de lui parler sans vous énerver? Oui, toujours. Oui, souvent. Oui, parfois. Quasiment jamais. Est-ce que vous pouvez prendre un peu de temps pour vos loisirs? Oui, toujours, parfois, rarement, jamais. Qu'est-ce que vous faites effectivement? On demande aux gens qu'est-ce que vous faites dans la semaine. Et on a regardé, là c'était sur 31 participants. Avant de débuter Pro-Famille, ils avaient un score de 29,2. Plus c'est élevé, moins c'est bon. Et ils avaient amélioré, ils avaient descendu, c'était passé à 24. Un an, alors ça c'est avant et après. Quand on monte ces résultats, on dit oui, ben, la modification, elle est modérée, mais on a testé ça avec des tests statistiques qui sont avec des outils qui sont les mêmes que ceux quand on étudie l'effet des médicaments. Est-ce qu'un médicament a amélioré quelqu'un ou pas? Et le test statistique en bas, vous n'êtes pas forcément spécialiste de statistique, mais montre que la différence, elle n'est pas du hasard, elle est d'un effet net prouvé. Ce n'est pas juste un facteur comme ça de... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coping? Il y a, quand vous devez faire face, vous avez deux grands types de réactions. Soit vous vous refermez, soit vous vous ouvrez. Vous savez, c'est quand il y a une crise économique. Soit on décide de s'ouvrir aux autres pour essayer de lutter contre la crise, soit on ferme tout sur soi. C'est pareil, quand on a des difficultés individuelles, il y a deux grandes stratégies. Je me protège, ou au contraire, j'essaie d'aller à fond parce que j'espère qu'en m'ouvrant aux autres, j'aurai des ressources supplémentaires. Dans les comportements, il y a les stratégies de refermeture, c'est la résignation, la coercition, l'évitement. Résignation, c'est dire, bon, bah, j'essaye, moi c'est comme ça, puis je suis fataliste. La coercition, c'est je vais essayer, puisque le mal m'embête, je vais émettre des directives, on va être beaucoup plus sévère. Et l'évitement, c'est, ben, je sais pas, j'essaie de ne pas y penser, j'essaie de rentrer, de ne pas être souvent à la maison, de rester au boulot le plus tard possible, comme ça j'évite de voir les problèmes avec le malade. Ces trois stratégies-là baissent, entre le début et la fin de Pro-Famille, elles baissent. Les gens évitent moins le malade, sont moins résignés et ont moins de comportements de coercition par rapport au malade. Ce qui augmente, c'est la communication positive avec le malade, qui augmente de façon très nette. L'intérêt social et l'intérêt personnel, de façon... alors là, c'est juste à la fin du programme, on montre là, récemment, mais là j'ai pas les résultats, on a montré qu'à un an, ça se renforce. L'intérêt social, c'est parce que vous retrouvez des amis, mais ça se fait pas en 14 séances. On voit qu'un an après, les gens ont commencé, ils ont un réseau qui se reforme. Alors, à un an, si on avait regardé, ben, à un an, ça se redégrade un peu, mais ça reste quand même meilleur, et j'ai des chiffres où j'ai montré à un an, pareil, en faisant des tests statistiques, c'était sur un petit groupe, là maintenant j'ai des données sur des plus grands groupes, à un an, malgré une légère dégradation, le coping s'améliore quand même, c'est-à-dire que les gens savent mieux faire face par rapport à un début de programme. Donc c'est pas juste un effet du programme, ça persiste dans le temps. Le but c'est que ça persiste et que ça s'améliore encore, ce qu'on veut faire. Ce qui se dégrade un peu, c'est que les familles qui avaient commencé à avoir plus de commentaires positifs avec le malade, à un an, elles perdent l'habitude, parce que comme il va mieux, ben, du coup on oublie puis du coup ça peut favoriser un peu la rechute. Et puis de nouveau elles reviennent un petit peu plus sévères avec, un peu plus coercitives. Donc ça, dans la nouvelle version de programme, on va améliorer ces aspects-là. Et on a vu aussi que ce qui contribue au coping, c'est l'humeur des familles. Les familles qui avaient le score à la CESD, c'est l'échelle de dépression. Quand il est en dessous de 16, les gens ne sont pas déprimés. Ben, leur coping à un an, la moyenne, il est à 21. Quand ils sont déprimés, le coping, ils sont moins bons. Pourquoi? Parce que ben, quand vous êtes déprimé, vous êtes moins prêt à faire des efforts. Parce que vous êtes crevé. Vous dites, oui, je sais, il ne faudrait pas que je lui parle comme ça. Il ne faudrait pas que je lui dise ça. Mais j'en ai marre, moi, je suis épuisé, j'en peux plus, puis il n'y a personne qui prend soin de moi. Hein, et donc on montre, et ça pour vous dire qu'il n'y a pas que le coping qui est important, l'humeur des familles est importante. On a vu aussi que les familles croient beaucoup plus au diagnostic, parce que des fois il y a des familles qui viennent dans les groupes et qui disent, ouais, mais le diagnostic schizophrénie, je ne suis pas très sûr. Bon, je viens pour faire plaisir à ma femme, mais moi je crois que mon fils avant tout c'est un paresseux. À la fin du programme, ils disent, ouais, il est quand même vraiment malade. Et que si les gens sont mieux, c'est pas parce qu'ils pensent que la réalité est meilleure, c'est parce que vraiment, ils ont changé leur état. Parce qu'au début, il y en a qui disent, oui, il n'est peut-être pas vraiment malade, c'est pas ça. Donc ils acceptent mieux le diagnostic.
Et la CESD, alors je vous montre, ça c'était une séance Cécile. Il y a longtemps déjà, séance 15, on a commencé à bien évaluer. Chaque point que vous voyez, c'est le score de quelqu'un qui a participé à ce groupe. Et la barre, que vous voyez, si j'ai la souris, parce que la barre ici c'est la moyenne, la hauteur de la moyenne au score. Donc la moyenne, elle est un peu vers 22, vous voyez. Et chaque point, donc il y a 2 personnes qui ont 7, il y en a 2 qui ont toutes 16, c'est chaque personne qui est là. C'est avant de commencer, ça c'était un mois avant de commencer Pro-Famille. J0, c'est quand ils commencent Pro-Famille, ça n'a pas changé. On les prend à la 7e séance, ça s'est même légèrement aggravé. Enfin, la moyenne est améliorée, même qui sont aggravés, et à la fin, ça s'est un peu amélioré. Le critère de dépression, c'est 16. Vous voyez qu'au départ, il y en avait 6 qui étaient au-dessus de 16, à la fin, il n'y en a plus 3 dans ces groupes-là. Et donc, on a une différence qui est statistiquement significative, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement du hasard. Et un an après, vous voyez, ça continue. Donc, ce n'est pas juste parce qu'il y a le groupe qui était là, ils ne sont plus dans le groupe, là, et puis ça continue. Donc, on aimerait que dans les prochaines versions, ça s'améliore encore plus. Alors ça, c'est le groupe d'Istov, on avait pu réévaluer un an après. On avait du mal parce que souvent, il y a plein de gens qui étaient perdus de vue un an. Donc on a dû améliorer le point pour qu'ils ne soient pas perdus de vue parce que les gens ne donnaient plus de nouvelles qu'on ne pouvait plus évaluer. Et quand ils sont perdus de vue, on se dit que c'est pas forcément parce qu'ils vont bien, c'est parce qu'ils vont mal aussi, il faut vraiment qu'on sache. Vous voyez qu'un an plus tard, ils s'est amélioré. Et dans les groupes, alors cette échelle qu'on utilise, la CNSD, c'est ceux qu'on fait pour ils ont rempli l'échelle, c'est ces derniers jours, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai pleuré tant de temps, parce que moi, est-ce que je dors bien, est-ce que je me sens triste, etc. C'est une échelle qui est utilisée dans plein de troubles différents pour des populations générales. On a montré que cette échelle, par exemple, utilisée chez des conjoints de quelqu'un qui avait un accident vasculaire cérébral, il demandait à celui qui n'avait pas d'accident vasculaire cérébral de remplir l'échelle. Et plus son score était élevé, plus le conjoint non malade avait des risques d'avoir dans l'année qui suit des traumatismes physiques. Il y avait plus de risques de tomber, d'avoir des problèmes de sciatique, des trucs comme ça. Ça annonçait des problèmes de traumatisme. Pourquoi? Parce que quand vous êtes déprimé, pas en forme, vous ne tenez pas bien, vous n'êtes pas attentif, et vous avez des problèmes. La dépression, ça favorise l'excès de voiture, les accidents du travail. C'est ça qui se passe. Deuxièmement, quand les gens, on a vu que dans des populations générales, quand les gens avaient des scores élevés à la CNSD, ça annonçait une plus grande mortalité. Le risque de mourir dans l'année était augmenté. Parce qu'on sait que la dépression, ça tue. Des états psychologiques de dépression, vous faites plus facilement des infarctus, des tas de problèmes de santé, vous diminuez votre immunité. On a aussi montré que ça annonçait un déclin cognitif. Les gens qui sont déprimés, la dépression abîme un peu le cerveau, et ça annonçait des baisses des capacités d'attention et de mémoire. C'est des facteurs, la dépression chronique, c'est des facteurs qui peuvent faire survenir des Alzheimer plus tôt, parce que ça, il y a un effet sur les neurones. Donc il y a intérêt à ce que cette échelle, quand je viens à ce point-là, qu'on corrige ça, pour eux. Donc c'est l'échelle qu'on utilise. Et aussi cette échelle, elle a été utilisée alors, ailleurs qu'en psychiatrie. Ils ont été utilisés, c'est assez intéressant, chez des parents d'enfants qui avaient de l'asthme. Ils ont vu que plus les parents avaient un score élevé à cette échelle, plus ils étaient stressés, en fin de compte, et un peu déprimés, plus leurs enfants, dans des prises de sang, mesuraient l'importance de la réponse inflammatoire, et bien plus ces enfants avaient une réponse inflammatoire élevée. Pourquoi? Parce que cette échelle est un reflet du niveau d'émotion exprimée. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants non asthmatiques de la famille, plus l'échelle des parents était élevée, plus les enfants non asthmatiques avaient aussi, même sans avoir d'asthme, une réaction inflammatoire plus élevée. Donc ça veut dire que si on arrive à toucher, à améliorer ça, ça peut avoir un effet vraiment protecteur en termes d'émotion exprimée. Alors cette échelle est utilisée, il y a plein d'articles qui l'utilisent. Dans Pro-Famille, on sait que quand cette échelle, ça s'appelle la CESD, l'échelle, quand elle est élevée, ça veut dire que les gens ont une humeur déprimée, ça veut dire que quand vous avez une humeur déprimée, votre qualité de vie, elle n'est pas bonne. Eh bien, quand vous avez une humeur déprimée, vous transmettez des émotions négatives aux malades. Et quand vous avez une humeur déprimée, vous n'avez pas toujours des comportements adaptés. Moi, je sais, dans mon service, quand j'ai du personnel soignant qui est déprimé, ils ne sont pas très aidants, ils font des bêtises, ils font des trucs, ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas attentifs, ils sont énervés avec les malades alors qu'il y a besoin d'être énervé. On n'est pas aidant quand on est malade. Dans votre boulot, tous, si vous avez vu des gens qui n'étaient pas bien, les gens qui ne sont pas bien, ils ne sont pas des bons professionnels. C'est pareil, quand les familles ne sont pas bien, ils n'aident pas bien le malade. Et quand les familles ne sont pas bien, on a vu, je vous ai montré avant, que ça détériore leur santé physique. Et quand leur santé physique s'est détériorée, ils ne peuvent pas être aidants parce que vous pouvez pas être. Quand vous êtes hospitalisé pour un infarctus du myocarde, quand vous êtes à l'hôpital, vous ne pouvez pas tellement aider le malade. C'est logique. Et donc, tout ça fait que le malade a plus de chances d'aller mal. Et plus le malade va mal,
l'humeur de nouveau des familles s'aggrave. Et c'est un cercle vicieux. Alors quand on fait des programmes comme ProFamille, on apprend à moins transmettre d'émotions, on apprend des techniques pour moins transmettre d'émotions négatives, et on apprend aussi les bons comportements pour mieux aider le malade. Mais le problème, c'est que quand vous êtes déprimé, là, vous avez du mal à apprendre. Les étudiants en cours qui sont déprimés, ça se voit, ils ne sont pas attentifs au cours, ils ne retiennent pas, ils oublient. Et donc ça gêne l'efficacité du programme, et c'est pourquoi le programme, on a mis plein de composantes pour essayer d'améliorer. Donc il y a des tas d'exercices dont le but c'est d'essayer d'améliorer l'humeur des familles, pour justement que si leur humeur est améliorée, et bien à ce moment-là, elles vont être capables de mieux apprendre des autres techniques, et du fait qu'elles vont mieux apprendre des autres techniques, et bien leur santé va aller mieux, le malade, ça va être plus efficace pour apprendre d'autres choses, et bien l'état du malade va s'améliorer, la famille en retour va encore aller mieux. C'est l'idée qu'il y a dans le programme ProFamille. C'est ça l'idée qu'on a, la façon dont c'est construit derrière. Pour que le malade... Donc l'idée c'est que non seulement la famille va s'améliorer, mais le malade va s'améliorer. Alors je dis en moyenne, hein, c'est comme qu'on prend un traitement ne marche pas chez tout le monde, en moyenne, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir. Alors montrer les résultats. Vous voyez, ça c'était 6 groupes consécutifs qu'on a fait, de ProFamille en Alsace. Sur 2 groupes consécutifs, je n'ai pris que ceux qui étaient déprimés. Alors, pour répartir, les 6 groupes consécutifs, c'était 63 personnes. Ceux qui n'étaient pas déprimés, vous voyez dans le cercle, c'était ceux qui étaient en vert. Il y en avait un peu plus d'un tiers qui n'étaient pas déprimés. Donc j'ai pris les autres. Ceux qui étaient suspects d'être déprimés ou déprimés. C'était les gens qui étaient au-dessus de 16 au départ. Donc c'est tous les petits points. Vous voyez, tous les petits points, c'est le score de quelqu'un. Et vous avez la barre des 16 et le gros rectangle noir, c'est le niveau est à la moyenne. Ça, c'était avant de commencer le programme. À la moitié du programme, à la séance 7, ils ont déjà appris un certain nombre de choses, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont passés en dessous de la dépression. Beaucoup de petits points passés en dessous de la ligne. La différence est significative. À la fin du programme, on a une amélioration encore plus forte. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pourraient pas faire que moins de programmes, ça serait plus léger. Ben oui, on peut aussi, si vous avez un cancer, on peut aussi dire qu'on va faire que la moitié des rayons, hein. Vous aurez moins de rayons, seulement je ne sais pas, ça va être aussi efficace. Là, c'est pareil, quand vous êtes à la moitié du programme, vous avez l'efficacité, mais quand vous faites tout le programme, vous avez dit que vous doublez votre efficacité. Après, on a toujours, alors il y a une très légère aggravation, mais globalement, ça reste toujours nettement meilleur que ce qu'on avait au début. Et alors, si je compare ici, je vous ai présenté autrement. C'est les gens qui sont gris, c'est les gens qui sont suspects de dépression, rouge, ils sont déprimés au début. Vous voyez, vous avez 38 personnes. Et puis, au milieu du programme, vous avez la barre des verts, il y en a 10, il y en a 10 qui sont devenus non déprimés au milieu du programme. À la fin du programme, il y en a 20 qui sont devenus non déprimés dans le groupe. Et donc rouge est déprimé très fort, gris c'est intermédiaire. À 1 an, ça a un petit peu baissé, mais vous voyez ce qu'on a avec ce programme-là. Là, donc c'était l'équivalent de 6 groupes qu'on a pu faire. Donc vous voyez qu'on voit l'efficacité, pas chez tout le monde, mais en moyenne, on voit que ça améliore. Et on a maintenant leur santé. Là, j'ai pas leur santé. Eh bien, sur 32 participants, là on a parfait pour les groupes plus récents, j'ai pas encore toutes les statistiques. 6 participants vont se faire hospitaliser dans l'année qui suit ProFamille, alors que c'était 13 qui s'étaient fait hospitaliser, enfin les familles, hein, pas les malades, qui s'étaient fait hospitaliser avant. 8 participants ont des arrêts de travail au lieu de 10. Les participants vont avoir 400 jours d'arrêt de travail en moins. Quand je compare sur 32 participants, le nombre d'arrêts de travail total des gens avant et le nombre d'arrêts total après, 400 jours en moins. Vous voyez que ça a eu un effet. Sur le malade maintenant, j'ai montré pour différents groupes. Groupe 19, il y avait 14 participants, 9 malades. C'était 225 jours d'hospitalisation en moins l'année suivante par rapport à l'année précédente. C'était un gain de 50%. Groupe 20, on n'avait pas pu l'enregistrer, il y avait eu un raté dans nos données. Groupe 21 à 25, ça correspond à 32 malades. C'était 937 jours. On est passé de 937 jours d'hospitalisation, on prend les malades et l'ensemble de jours que ça représentait pour les groupes, cumulés pour tous les malades. On est passé à 564 jours, c'est-à-dire 40% de journées d'hospitalisation en moins. Quand vous calculez le coût de la journée d'hospitalisation, le coût du programme ProFamille, c'est très vite amorti. Voilà, donc c'est très rentable financièrement.